Et la question suivante donc concerne l'activité de consultation. J'entends par là l'activité professionnelle également, sachant que l'activité de consultation, on pourrait considérer aussi que consulter un oracle, tirer quelques cartes, à partir du moment finalement où on répond à des questions qu'on se pose soi-même, c'est déjà réaliser une consultation. C'est une forme d'auto-consultation. Et puis la consultation, c'est pas forcément contre-pièce sonnante et trébuchante, hein. On peut demander une rémunération bien entendu, mais on peut déjà faire des consultations pour toutes sortes de personnes autour de nous, pour ses proches, pour son entourage, et je dirais d'ailleurs que la grande majorité des gens qui assistent aux formations, qui viennent sur place ou qui font des formations à distance, le font en fait dans ce cadre-là, dans cet objectif-là. L'activité professionnelle officielle, je dirais, d'une activité telle que celle-ci, on pourrait dire qu'il y a à peu près 10-15% seulement des stagiaires qui vont ensuite vraiment démarrer une activité professionnelle. C'est une activité qui est pas évidente, hein, il faut bien le dire, pas facile à développer. Pour la simple et bonne raison qu'au départ, il s'agit d'une activité qui n'est pas réglementée. Donc il n'y a pas d'instance officielle, il n'y a pas d'ordre qui existe comme l'ordre des médecins, l'ordre des avocats, l'ordre des infirmiers, enfin voilà, il n'y a pas comment dirais-je, il n'y a pas de syndicat officiel qui existe pour les praticiens des arts divinatoires, les voyants, les médiums, les coachs intuitifs, hein, peu importe le nom qu'on leur donne aujourd'hui. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire que beaucoup de gens maintenant sortent peu à peu du terme voyant, médium, qui sont justement des termes un petit peu galvaudés, des appellations un peu galvaudées, qui sont beaucoup associées à la charlatanerie, à l'escroquerie. Alors je ne sais pas si consultant intuitif c'est beaucoup mieux, mais en tout cas ça fait, c'est un peu plus propre sur soi, je dirais. En tout cas on est un peu, voilà, on marque une différence. Le terme voyance, il a tendance un petit peu à être gommé ces dernières années, on le voit, au profit d'un terme plus passe-partout qui est le mot intuition. Donc ça fait partie des modes, hein, aussi, donc voilà, il y a des termes qui ont complètement disparu au 19e siècle par exemple. Les praticiens finalement ne s'appelaient pas, ne s'intitulaient pas voyants forcément. Le terme voyant s'est beaucoup popularisé dans les années 30, dans les années 20, dans les années 30, et auparavant donc on parlait beaucoup de somnambulisme, hein. Donc les praticiens se dénommaient comme des somnambules, des somnambules autonomes ou indépendants, intuitifs, les somnambules magnétiques, voilà, c'était le terme consacré, et donc on faisait commerce d'une activité de somnambule. Donc on peut voir des petites annonces encore dans certains journaux anciens où on voit en fait effectivement ce genre d'appellation. Alors sur la question des consultations, est-ce qu'on peut faire des consultations? Est-ce que c'est donné à tout le monde de faire des consultations? Bon, en fait, alors tout dépend de ce dont on parle. Si on parle de consultation pour soi, bien sûr, et c'est d'ailleurs même par ça qu'il faut commencer, ça fait partie de l'apprentissage des arts divinatoires. On commence par des autoconsultations, et puis dans un deuxième temps, on a un cercle comme ça qui s'élargit, ça part de soi, et puis ça s'élargit aux proches, ça s'élargit à quelques amis, ça s'élargit finalement à différentes personnes, jusqu'à un moment où finalement, ce sont des amis d'amis, et puis des connaissances qui sont de moins en moins connues, si je puis dire, des connaissances de plus en plus lointaines, et puis à un moment donné, ce sont carrément des inconnus qui demandent des consultations. Et là, généralement, alors si vous aimez faire ça, si vous aimez donner des consultations, que vous avez une espèce de demande qui émerge, et puis que vous aimez y répondre, tout simplement, et puis que cette demande-là, elle grossit, c'est que effectivement vous allez peut-être être mûr et on pourrait dire éligible au fait de passer professionnel. Alors passer professionnel, voilà, donc il faut avoir donc quelque part un peu déjà cette demande préexistante. C'est extrêmement délicat, dangereux, et c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs de commencer finalement et de décréter qu'on va faire ce métier-là sans avoir déjà, je dirais, une espèce de base de clients, si vous voulez, ou en tout cas une base de consultants, on pourrait dire, hein. C'est un peu délicat. J'ai déjà vu des gens qui se lancent comme ça, qui démissionnent, qui plaquent tout, et puis qui commencent en démarrant de rien.
il me semble que c'est pas la bonne méthode. La meilleure méthode, c'est plutôt de développer finalement cette activité plutôt comme un loisir, comme une passion qui prend de la place, qui occupe beaucoup d'espace, puis qui occupe de plus en plus d'espace. Et donc ça se traduit par le fait que il y a de plus en plus de demandes, de plus en plus de gens qui demandent des rendez-vous ou des entretiens au téléphone. Ça peut très très bien se faire à distance aussi. Et ça peut être un bon signal. Donc du coup, un bon signal pour peut-être finalement démarrer officiellement. Et ce démarrage officiel, alors en France, le statut idéal, c'est l'auto-entrepreneuriat. J'en ai déjà parlé dans des masterclass ou dans différentes formations, hein, quand on parle de comment on s'installe, comment on développe son activité. En fait, le statut juridique qui va bien en France, c'est l'auto-entreprise, parce que c'est très facile d'un point de vue administratif. Et puis, ça part du principe aussi que si vous ne gagnez pas d'argent, vous ne payez rien. Hein, on ne va pas vous tomber dessus du point de vue du paiement des charges sociales, du paiement, des différentes choses à régler, à payer, hein, comme toute entreprise. Mais disons qu'en tout cas, vous allez pouvoir exister officiellement en tant qu'entreprise individuelle. Et donc, vous pouvez à partir de là demander des honoraires officiellement. Et d'ailleurs, il faut que vous soyez à l'aise avec cette question-là, de demander de l'argent en échange de la prestation que vous allez réaliser. C'est une excellente manière aussi de vous faire respecter. C'est très important, ça j'y reviendrai juste après, sur la question de la gratuité. C'est très important aussi pour vous donner de la valeur à vous-même. Petite confidence personnelle, à chaque fois que moi j'ai monté mes prix, j'ai jamais été très à l'aise avec cette question-là. J'ai eu beaucoup de problèmes d'ailleurs avec la question de l'argent, avec la question financière, de demander de l'argent en échange de ça, d'une activité comme ça. Enfin bon, voilà, ça m'a pris beaucoup de temps, peut-être une dizaine d'années avant d'être OK avec ça. Et à chaque fois finalement qu'il a été question pour moi d'augmenter mes prix pour différentes raisons, ne serait-ce que pour suivre le processus normal de l'inflation, ça m'a tiré vers le haut. Ça m'a permis plutôt de m'obliger finalement à faire de bonnes consultations, de faire de meilleures consultations. Et j'avais même des consultants qui avaient l'habitude de me voir régulièrement une fois par an, qui me disaient finalement vous avez augmenté vos prix, mais finalement votre consultation elle est mieux que l'année dernière. C'est plus intéressant, vous parlez mieux, ça va mieux. Enfin, il y a un truc qui est, c'est un peu comme si on upgradait finalement son propre travail. Donc, effectivement, c'est un effet connu au fond finalement de la valorisation de son propre travail. Quand on demande un certain prix, finalement on est obligé d'effectuer une prestation qui vaut ce prix-là, en tout cas à ses propres yeux. Donc ça c'est une excellente chose. Donc de demander un prix, ça va vous conditionner à finalement faire du bon boulot, en tout cas faire une excellente consultation en tout cas qui sera peut-être bien meilleure que celle que vous pourriez faire en demandant rien du tout, en travaillant gratuitement. Alors le travail gratuit, il peut être tout à fait adéquat et même nécessaire au départ parce que vous faites la main, vous démarrez, vous débutez. Quand vous commencez à faire des consultations, vous êtes encore un peu bancal, vous n'êtes pas forcément extrêmement compétent, en tout cas pas très expérimenté, donc c'est normal. Comme dans toute activité, ça fait beaucoup penser d'ailleurs aux gens qui font des stages en entreprise et qui ne sont pas beaucoup rémunérés, voire des fois pas rémunérés beaucoup. Finalement, c'est un peu le processus de l'apprentissage. Hein, donc voilà. Donc au départ, vous allez faire des consultations qui ne sont pas rémunérées. C'est bien d'en faire plusieurs, d'en faire plein en fait, plusieurs dizaines, et à un moment donné, donc on disait, à un moment donné, non, il faut qu'il y ait une bascule, il faut qu'il y ait quand même à un moment donné une valorisation de votre travail, parce que c'est comme ça aussi que vous allez prendre confiance en vous, c'est comme ça que vous allez pouvoir augmenter en compétences, améliorer ce que vous dites, améliorer en fait finalement tout complètement qui vous êtes dans vos consultations. Et le travail gratuit, c'est bien aussi de pas faire que ça. Ça fait partie des questions qui m'ont été posées dans la visioconférence qu'on a faite hier. Certaines personnes en fait font des consultations dans des groupes gratuits sur Facebook et s'étonnent d'avoir finalement si peu de considération. Et d'avoir de si peu de considération parce que finalement les gens qui consultent gratuitement des praticiens, en fait le font en étant des fois à la limite de l'impolitesse, en considérant ça comme un dû. En fait,
les gens ne considèrent pas sérieusement les choses qui sont gratuites. C'est pas d'ailleurs un trait spécifique à la voyance ou à l'activité de praticien, c'est comme ça dans beaucoup de choses. Quand on ne paye pas un produit ou quand on ne paye pas un service, bah finalement, quelque part, on ne lui accorde pas de valeur. Cette chose qui nous est rendue, le service qui nous est rendu, ou l'objet qu'on achète, si vous voulez, bah finalement, n'a pas de valeur et donc on n'en prend pas soin. Et donc, si vous faites des consultations gratuites dans des groupes Facebook ou sur, voilà, enfin les forums, ça n'existe plus trop maintenant les forums, mais des groupes Facebook, etc., ça existe en fait des groupes d'entraide. Vous allez voir, vous aurez finalement assez peu de considération. Ça peut être bien pour vous faire la main, donc voilà, comme un entraînement, mais alors n'attendez pas beaucoup de retours de la part des gens qui, en fait, des fois sont vraiment à la limite de l'impolitesse. Et donc des gens qui viennent comme ça, qui grattent de la consultation gratuite. Voilà, tous mes stagiaires qui se sont lancés professionnellement sont passés par cette case-là et en fait sont assez scandalisés de voir autant de, c'est pas de la malveillance, mais enfin autant de comment dirais-je, une aussi faible éducation, on pourrait dire, voilà, de la part de certaines personnes. C'est pas le cas de tout le monde quand même, bien sûr, mais enfin c'est quand même une espèce de trait commun qui revient beaucoup. Donc l'activité de consultation, elle va pouvoir se démarrer voilà, dans ces conditions-là, comme on l'a dit. Et le meilleur statut, je crois que je l'ai dit aussi, je ne vais pas me répéter, donc c'est le statut d'auto-entrepreneur. Ensuite vient la question finalement de développer son activité, donc acquérir davantage de clients. Donc ça c'est effectivement après une démarche qui est plutôt une démarche de communication, il faut se faire connaître, sachant que dans l'activité de voyance, de praticien des arts divinatoires, la publicité est souvent associée à la charlatanerie. Beaucoup de publicité, c'est voilà, d'abord il faut avoir du budget pour faire ça. En même temps, enfin voilà, c'est une espèce de juste milieu, de juste équilibre à trouver. C'est pas évident. En tout cas, dans les années 80, 90, même dans les années 2000, on voyait comme ça beaucoup dans les magazines, dans les journaux, ça existe encore d'ailleurs, les publicités assez tapageuses de ces centres d'appel, de consultation en direct, qui sont en fait souvent des centres de consultation dans lesquels vous avez des gens qui sont pas du tout formés, qui n'ont pas été vraiment testés, enfin des gens qui sont pas plus voyants que moi je suis curé ou astronaute, et alors du coup, voilà, ça donne une image assez négative de l'activité professionnelle, qui, comme je le disais en plus, n'est pas une activité réglementée. Donc voilà, donc quand on fait de la publicité, il faut arriver à faire une publicité qui soit élégante, sérieuse, pas trop tapageuse, enfin pas tapageuse du tout même d'ailleurs. Enfin voilà, la sobriété est de mise pour se faire connaître. Et donc se faire connaître sans trop en faire, c'est du coup une espèce de quadrature du cercle, c'est pas toujours évident, parce qu'évidemment, ce qu'on voit souvent le plus quand on fait de la publicité, c'est ceux qui clignotent de partout, ce sont les enseignes lumineuses de partout, et ça c'est souvent en fait les plateformes de consultation, les plateformes de consultation de voyance directe, 7 jours sur 7, etc., qui ont pas mal de moyens et qui mettent beaucoup d'argent sur la table pour acheter des mots-clés sur Google ou être sur les réseaux sociaux, et donc du coup prendre beaucoup de place et de part de marché. Alors c'est dommage parce que les voyants qui sont en fait au bout du fil sont souvent des gens qui sont complètement exploités, touchent pas beaucoup d'argent en fin de compte. Voilà, il y a des stats, moi je suis, enfin des stats, il n'y a pas des statistiques parce que c'est très opaque en fait ce milieu-là, c'est un peu mafieux même pour tout dire, hein. Et pour avoir rencontré comme ça pas mal de professionnels ou de praticiens en fait qui ont travaillé en fait sur ces plateformes pendant certaines périodes, souvent on peut pas tenir très longtemps quand on veut faire un travail sérieux, on travaille 3 mois, 6 mois, une année maximum, mais la plupart des gens qui sont installés là depuis très longtemps, qui ont d'excellentes notes, etc. Alors souvent ils arrivent à gagner pas trop mal leur vie, hein, même à bien la gagner, et sont aussi, par contre ils sont obligés d'aligner quand même des heures de présence, donc ils se connecter souvent 7 heures, 8 heures, 10 heures par jour, et via un système de transfert d'appel, en fait ils travaillent depuis chez eux, mais bon voilà, enfin c'est de la consultation à la chaîne, c'est assez horrible à faire, et en fait on ne peut le faire que si on n'a pas trop de scrupules, parce qu'en fait au bout du fil vous avez aussi des clients qui sont souvent aussi des gens qui sont
sont à 90% en fait des femmes et qui sont prises par des problématiques en fait c'est souvent la même chose, c'est souvent des problématiques de relations amoureuses qui marchent pas, qui sont en dysfonctionnement total, donc des histoires de rupture, voilà, bon voilà. Et on a affaire à des gens souvent qui sont, enfin je parle toujours des consultants, qui sont un peu, pas addicts, mais enfin qui ont besoin en fait d'une prise en charge psychologique la plupart du temps, parce qu'il y a une vraie souffrance, il y a une souffrance morale, il y a une souffrance psychologique, et voilà. Et donc les voyants au bout du fil finalement sont pas du tout équipés pour répondre à ce genre de demande-là, et au contraire vont faire tourner la communication téléphonique, parce que souvent la rémunération elle dépend de la longueur de l'appel, de la longueur de la conversation. Plus c'est long, plus ça coûte cher. Et voilà, donc c'est assez, voilà, alors je recommande pas aux praticiens qui débutent de se lancer dans une carrière de voyant par téléphone dans ce genre de plateforme. Ça peut être une façon de démarrer au départ, mais bon, si vous vous installez dans un système comme ça, la plupart du temps en fait vous allez végéter, ça va pas vous plaire, et puis en fait les voyants qui sont là depuis longtemps finalement sont pas vraiment les plus fiables. Voilà ce qu'on peut dire sur l'activité de consultation. Je réfléchis si j'avais d'autres choses, mais je crois qu'on a à peu près fait le tour.